Laurent Ouzon, est-ce qu'on peut revenir quelques instants sur la présence de Tariq Ramadan, ses propos et le congrès de l'UOIF? Oui, enfin, sur l'UOIF, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est une organisation qui prétend encadrer ou regrouper une partie de la communauté des musulmans de France et qui a été institutionnalisée en quelque sorte par Nicolas Sarkozy, qui lui a donné une place importante, et qui est une organisation qui est sous le patronage intellectuel et historique des frères musulmans. Et donc la présence de Tariq Ramadan au congrès de l'UOIF est assez logique, puisque les frères musulmans sont une organisation qui ont été créée dans le début du XXe siècle par le grand-père de Tariq Ramadan. Et Tariq Ramadan est un des intellectuels, je dirais, connus, représentatifs de cette sensibilité, de cette sensibilité particulière de l'islam. Effectivement, il est fréquemment invité sur un plateau de télé en lui tend souvent le micro. On lui tend le micro parce qu'il a une utilité. Ceci dit, son utilité est évidente, sa représentativité est beaucoup plus discutable. Alors, sur l'évidence de l'utilité, on reviendra, c'est moins évident pour moi. D'abord sur la représentativité. Sur la représentativité, c'est assez simple. Tariq Ramadan n'est absolument pas représentatif de l'islam réel, enfin de l'islam de France réel. Sociologiquement, culturellement parlant, Tariq Ramadan est un grand bourgeois d'origine d'origine égyptienne, de nationalité suisse, travaillant en Angleterre et, on va dire, de culture universitaire européenne. Donc ce qui le rend, plutôt pas très représentatif de la réalité de la sociologie de l'islam français. On va dire que le rapport entre l'islam français, c'est quand même plutôt un islam d'une population de deuxième et troisième génération, de fils ou de petits-fils de personnes qui sont venues travailler comme maçons en France. C'est globalement ça. C'est une population qui se modifie beaucoup, mais c'est quand même globalement ça. Donc la représentativité sociologique, la légitimité sociologique de Tariq Ramadan est quand même plutôt problématique. Ça, c'est évident. En termes théologiques, en termes religieux? Ça, c'est autre chose déjà. Sur le plan théologique, Tariq Ramadan n'est pas plus représentatif. C'est-à-dire qu'il appartient à une sensibilité particulière, on pourra appeler ça un néo-salafisme des Lumières, c'est-à-dire un islam des Lumières en quelque sorte, c'est-à-dire une sensibilité qui prétend faire coexister en gros les grandes luttes, les théologies de la libération des années 70, les grands combats de l'extrême gauche, lutte des opprimés, les immigrés, les luttes de libération nationale, etc., contre globalement l'influence occidentale, et qui prétend réconcilier en quelque sorte cette théologie de la libération avec la foi. Et donc cette sensibilité, qui est d'ailleurs au cœur de l'approche des frères musulmans, est une sensibilité qui objectivement est extrêmement minoritaire en islam français, extrêmement minoritaire. Un islam français qui est travaillé par des sensibilités beaucoup plus littéralistes et beaucoup moins politisées. De fait d'ailleurs, si Tariq Ramadan n'a pas de représentativité, de légitimité à représenter sociologiquement les musulmans français, pas plus qu'il n'en a à les représenter théologiquement, puisque je pense qu'il serait considéré comme, s'il n'était pas si utile, je pense qu'il serait considéré comme un apostat dans beaucoup de pays d'islam, parce que les docteurs de la foi en islam ont appris depuis très longtemps à se méfier de ces intellectuels brillants et à la langue trop bien pendue qui prétendent avoir une lecture non littérale du Coran. Et donc, pour cette raison et pour d'autres, Tariq Ramadan n'aurait pas la vie très facile en terre d'islam s'il n'avait pas l'aura médiatique et l'utilité médiatique qu'il a aujourd'hui. De fait, s'il est invité, c'est qu'il a tout de même une légitimité. Mais cette légitimité, il la tient plutôt de son discours politique, de son analyse, de son rôle d'intellectuel politisé et communautaire, représentant, de mon point de vue non légitime, bien sûr, de la communauté en question, mais plus en tant qu'intellectuel politisé qu'en tant que théologien ou en tant que représentant d'un islam réel. D'une sociologie de l'islam réel. C'est ce que vous appeliez son utilité? C'est son utilité. Il y a plusieurs utilités. S'il est invité dans les médias, il y a plusieurs raisons à cela.
La première, c'est que d'abord, il donne même s'il n'est pas représentatif, il donne quand même pour le gogo moyen et le téléspectateur moyen une image extrêmement positive de l'islam, une image policée, d'un érudit qui parle, qui débat, intelligent, etc. Et donc c'est une image extrêmement valorisante de la communauté musulmane en France et aussi en Angleterre. Mais je tiens à le dire, malheureusement, il n'y a pas plus de... Enfin, je veux dire, la légitimité de Tariq Ramadan à l'égard de la communauté musulmane française est à peu près celle de Dominique Strauss-Kahn pour représenter les Français. Hein. Donc, même s'il n'est pas représentatif, il est quand même invité comme intellectuel communautaire, en quelque sorte, pour incarner cette population-là. Il parle d'ailleurs toujours avec un « nous hein, », souvent avec un « nous », même s'il prétend parler en son nom propre. J'imagine que le « nous » ne sert pas à désigner sa propre personne, j'espère, mais probablement la communauté dont il est l'expression, qui prétend en tout cas être l'expression. Et s'il est invité souvent, c'est donc bien parce qu'il donne une image positive de l'islam, non réelle, mais aussi, surtout, parce qu'il a un langage policé. Parce qu'on est sûr, avec Tariq Ramadan, il a une chaire à Oxford, il est invité régulièrement dans les médias, il est inséré, je dirais, socialement, et de ce fait, il est relativement contrôlable. On sait qu'il n'ira jamais trop loin, en quelque sorte. Et donc, là aussi, on a plutôt intérêt à inviter Tariq Ramadan pour s'exprimer sur des questions de politique internationale que d'autres représentants intellectuels de la communauté musulmane, qui sont peut-être, dont le langage est peut-être un peu moins châtié et un peu plus direct. Donc voilà. Donc ça, c'est une raison de la présence de Tariq Ramadan. Et aussi parce que s'il n'a pas de légitimité théologique, s'il n'a pas de légitimité sociologique, il a néanmoins une légitimité politique. Et cette légitimité politique, c'est en clair, Tariq Ramadan est légitime lorsqu'il parle du conflit israélo-palestinien parce qu'il peut donner le regard sur ce conflit, sur cette situation, il peut donner le regard d'une sensibilité qui a voix au chapitre, qui est une sensibilité, je dirais, qui est le conflit israélo-palestinien, mais notamment, mais israélo-arabe si vous préférez, mais vu du point de vue des personnes de culture arabe et de religion musulmane. Et donc, parce qu'il sait se tenir à table, parce qu'il renvoie une image positive de l'islam, et simultanément parce qu'il est un intellectuel politique, qui pousse d'ailleurs beaucoup à la politisation de la communauté musulmane française, derrière les organisations telles que les indigènes de la République, Doria Boutelja, etc. Pour toutes ces raisons-là, pour ces trois raisons-là, Tariq Ramadan est présent sur nos plateaux de télévision à longueur de temps. Pourtant, on lui fait souvent le procès, ces mêmes médias lui font souvent le procès de tenir un double discours, celui sur les plateaux de télévision et celui dans les manifestations communautaires. Oui, mais ce double discours, il y a une raison pratique à ce double discours. C'est-à-dire que du point de vue de l'islam, du point de vue musulman, vous ne parlez pas aux non-musulmans, à l'impie, comme vous parlez à votre frère, aux membres de l'Oumma. Le discours aux non-musulmans est un discours de séduction ou un discours de combat. Mais c'est toujours un discours qui a vocation, qui a pour destination de faire entendre la foi, c'est-à-dire de contribuer à l'extension de la foi. Donc c'est un discours de combat. Et donc la question de la vérité dans le discours ne se pose pas du point de vue musulman lorsque l'on parle à un non-musulman. Seul le discours d'utilité compte. C'est-à-dire que je ne dis pas que tout musulman parlant à un non-musulman n'est pas sincère, mais du point de vue intellectuel, c'est-à-dire du point de vue du travail intellectuel, du point de vue de l'objectif, le discours du musulman, enfin du théoricien et du promoteur de l'islam qui est Tariq Ramadan aux non-musulmans, c'est-à-dire à nous tous, un certain nombre de personnes encore en France, est un discours qui doit être marqué par le pragmatisme, par la volonté de séduction, par le pragmatisme, et donc un pragmatisme en fonction des objectifs qui sont ceux de l'extension de l'Oumma, c'est-à-dire l'extension de la communauté des croyants. Alors que le discours destiné aux musulmans peut être un discours en vérité, c'est-à-dire qu'il peut être débarrassé en quelque sorte de cet impératif de pragmatisme. Il est donc logique que Tariq Ramadan ne tienne pas le même discours à une assemblée de musulmans, une assemblée de croyants, ou sur un plateau de télévision. C'est parfaitement logique. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que je laisse à chacun le soin de juger en son âme et conscience, de porter un regard là-dessus, mais c'est un fait. Et ce qu'on appelle double discours, c'est tout simplement ça, c'est cette difficulté dans laquelle il est de parler aux musulmans, et donc d'avoir un discours en vérité aux musulmans,
et d'influer aussi je dirais, dans la sociologie à laquelle il s'adresse, et en même temps d'avoir un discours pour les CAF, pour les COUF, pour les non-croyants, pour les impies, pour tous ceux qui ne le sont pas, afin, d'abord de donner la meilleure place, la meilleure position possible à l'islam, 2, à donner une vision avantageuse de l'islam, et 3, à contribuer de facto à l'extension de l'islam, c'est-à-dire à sa capacité d'influence partout où elle n'est pas majoritaire, et partout où elle n'est pas la seule et unique religion. Il a tous les attributs d'un ambassadeur, en quelque sorte. Oui, c'est un ambassadeur, il est ambassadeur de sa propre foi, de ses propres idées, mais je dirais comme n'importe quel intellectuel, comme n'importe quel intellectuel. On ne peut pas lui reprocher. De fait, quand il est invité sur un plateau de télévision, quand il dit « nous », on peut entendre beaucoup de choses derrière ce « nous ». On peut entendre « nous, la communauté des croyants »,« nous, l'Oumma » ou « nous, les musulmans de France ». Bon, je vous ai dit ce qu'il fallait en penser en termes de représentativité et de légitimité. Ceci dit, quand il est invité, c'est bien ce « nous » qu'on entend, et ce « nous » fait de lui, de facto, quoi qu'il en dise, un intellectuel communautaire. Au même titre, je dirais, de l'autre côté, si je puis dire, des tectoniques en termes de conflictualité internationale, de l'autre côté de la tectonique, on a Alain Finkielkraut, qui est un intellectuel communautaire aussi. Et si vous remarquez bien, d'ailleurs, ces deux intellectuels prétendent tous les deux véhiculer, en quelque sorte, parler et mobiliser dans leur discours une certaine tradition de la France. Ils parlent tous les deux au nom de la France. Vous entendez Alain Finkielkraut qui se fait le chantre d'une certaine idée de la France. Comme d'ailleurs Tariq Ramadan se fait le chantre d'une certaine idée de la France. Dans les deux cas, en général, ça se limite essentiellement aux acquis du contrat social et de 1789. J'exagère pas beaucoup. Hein. Donc, une chose est sûre, c'est que ces deux intellectuels forment les deux pôles de deux communautés, sont je dirais, les intellectuels phares de deux communautés qui sont, je dirais, en opposition sur les plateaux de télévision, mais qui incarnent aussi cette polarité internationale qui est en train de se créer entre, en gros, deux hégémonies. La première hégémonie, c'est celle des États-Unis, c'est celle que nous subissons déjà depuis plusieurs dizaines d'années, qui est une hégémonie mondiale, celle de la première puissance mondiale, celle d'une puissance qui représente à elle seule 50% des dépenses militaires de la planète, et l'hégémonie de l'Oumma, c'est-à-dire de la communauté des croyants, qui se pose en adversaire principal de l'hégémonie américaine. Et lorsque nous avons Tariq Ramadan et Alain Finkielkraut ensemble sur un plateau, ben nous avons les deux représentants, en quelque sorte, des deux hégémonies dominantes du monde, qui s'affrontent sur nos plateaux, prétendent parler en notre nom, mais ne parlent qu'en leur nom propre. Et lorsqu'elles sont présentes, ces deux hégémonies, on voit bien là qu'on a affaire, non pas au-delà de cette opposition, qu'on a affaire fondamentalement à un condominium, c'est-à-dire à un dispositif d'entente qui a comme caractéristique commune, pour l'un comme pour l'autre, de nous priver, nous, autochtones, de nos propres capacités d'expression, de nos propres capacités de parole, de notre propre possibilité de faire entendre notre voix dans l'histoire et dans nos propres médias. Très bien. Merci, Manuel.